Je m'appelle Margot, j'ai 34 ans, je suis divorcée et j'élève seul mon fils de 8 ans, Léo. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à faire semblant de ne pas remarquer la manière dont ma famille mesurait l'amour. Ils le mesuraient à l'obéissance, au silence, à celui qui donnait la meilleure image à table. Ce jour de Thanksgiving, mon fils l'a appris aussi. Il avait aidé à dresser la table pour le dessert. Il souriait encore quand mon père a regardé le plateau, l'a regardé lui, et a dit qu'il n'avait droit à rien après son comportement. Les enfants de ma sœur avaient déjà eu leur part. L'un d'eux réclamait une deuxième part avant même que mon fils ne comprenne ce qui venait de se passer. Il n'avait pas crié. Il n'avait rien cassé. Il s'était juste un peu trop enthousiasmé dans le jardin en parlant trop fort d'un match de rugby. C'était tout. Le pire, c'était ce que mon père avait ajouté. C'était la façon dont mon fils a baissé les yeux en murmurant « Ce n'est pas grave, maman ». Comme si c'était à lui de faciliter les choses pour moi. Alors, j'ai fait la seule chose qui me semblait encore honnête. J'ai pris son manteau sur le dossier de la chaise, je l'ai aidé à l'enfiler, je n'ai remercié personne et je l'ai emmené jusqu'à la voiture. Nous sommes rentrés, je lui ai préparé un chocolat chaud et je l'ai laissé manger les sablés que nous avions fait la veille. À 22h13, mon téléphone s'est allumé, un message de mon père me demandant d'être à la banque le lendemain matin pour le transfert du crédit immobilier. Je n'ai pas discuté. Au lever du soleil, je mettais déjà en route la seule chose qu'il pensait incapable de faire. Avant de vous dire la suite, dites-moi ceci, seriez-vous resté poli pour préserver la famille? Ou seriez-vous parti dès l'instant où votre enfant a appris que l'amour se mérite? J'aimerais pouvoir dire que c'était la première fois que mon père faisait quelque chose d'assez cruel pour me choquer, mais ce n'était pas le cas. Ce qui rendait cette journée différente, c'est qu'il l'avait enfin fait subir à mon fils d'une manière que je ne pouvais plus justifier. Mon père, Douglas, a toujours cru que le besoin que les autres ont de lui donne le droit de les contrôler. S'il paie, conseille, signe, sauve ou répare, alors dans son esprit, il possède une part de la décision pour toujours. Ma mère, Eliane, a passé des années à adoucir les dégâts avec des voix douces et des excuses toutes faites. Elle ne déclenche jamais l'incendie, mais elle est très douée pour dire à tout le monde que la fumée n'existe pas. Après mon divorce 4 ans plus tôt, j'ai reconstruit ma vie à partir de zéro. J'ai trouvé un emploi stable comme manager de la réussite client dans une entreprise de logiciels de santé. J'ai appris à gérer chaque euro. J'ai acheté une petite maison en banlieue avec un jardin clos et une cuisine qui semblait toujours trop étroite jusqu'à ce que Léo et moi irions ensemble. Si j'ai obtenu ce prêt immobilier à l'époque, c'est uniquement parce que mon père a accepté de se porter garant. Sur le coup, je me disais que c'était juste de la paperasse. Je me disais que je pouvais accepter son aide tout en gardant mes distances. C'était mon erreur. Avec mon père, l'aide n'est jamais juste de l'aide. C'est un reçu qu'il prévoit d'encaisser plus tard. Quelques mois après l'achat, il a commencé à parler de structure, de protection et de planification à long terme. Il voulait intégrer ma maison dans un arrangement familial plus vaste qu'il gérait. Il disait que cela rendrait tout plus facile un jour. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il voulait que mon avenir soit classé quelque part sous son nom. J'ai refusé aussi poliment que possible. Il a souri, mais quelque chose a changé. Depuis, chaque facture que je payais seul, chaque réparation que je gérais sans lui, chaque signe que je pouvais vivre sans sa supervision semblait l'offenser plus qu'aucune dispute ne l'avait fait. Ma sœur, Vanessa, s'intégrait plus facilement dans la version de la famille que mes parents aiment afficher. Elle était à l'aise dans les bonnes pièces, complaisante au bon moment, et ses enfants savaient comment jouer la gratitude sur commande. Mon fils était différent. Léo était réfléchi, observateur et honnête, comme le sont les enfants avant que le monde ne leur apprenne à se censurer. Il posait des questions. Il remarquait les injustices. Il ne flattait pas les adultes juste parce qu'ils étaient plus âgés. Mon père appelait cela du mauvais caractère. Ma mère, de la sensibilité. Moi, j'appelais ça avoir 8 ans. Mon frère aîné, Grant, voyait plus qu'il ne le disait. Il travaillait dans le crédit, comprenait exactement comment les gens utilisent l'argent pour faire pression, et m'a dit un jour une chose que je n'ai jamais oubliée, papa ne respecte que les gens qu'il peut encore diriger. C'était là le vrai problème. J'avais arrêté de le laisser me diriger. Thanksgiving n'avait rien à voir avec la tarte. Ni même avec le favoritisme. Il s'agissait pour mon père de me rappeler que, dans sa maison,
l'affection était toujours quelque chose qu'il pensait avoir le droit d'accorder ou de retirer. Ce qu'il n'avait pas encore compris, c'est qu'à partir du moment où il a fait subir cela à Léo, je me moquais bien d'obtenir son approbation ou non. 2 jours plus tard, Léo avait un match de foot, et j'ai failli ne pas y aller. Une partie de moi voulait rester chez moi pour éviter tout le monde, car une fois qu'une telle chose arrive dans une famille, les gens commencent à choisir leur camp, même quand ils font semblant d'être neutres. Mais Léo voulait jouer, alors j'ai préparé des quartiers d'orange, pris un siège pliant et je l'ai conduit au stade. Il faisait assez froid pour que les parents gardent les mains sur leur tasse de café et parlent à travers leurs écharpes. Léo a couru sur le terrain comme si de rien n'était. C'est ce que font les enfants quand ils croient encore que les adultes autour d'eux sont là pour porter les charges lourdes. Grant est arrivé au milieu de la première mi-temps avec son plus jeune fils et un café dans chaque main. Il s'est assis à côté de moi sans rien dire au début. Il regardait Léo jouer. Il a applaudi quand Léo a récupéré le ballon proprement. Puis, à la mi-temps, quand les enfants se sont dirigés vers les bancs, il m'a demandé ce qui s'était vraiment passé à Thanksgiving. Pas ce que maman disait, pas si Léo avait été irrespectueux, mais ce qui s'était réellement passé. Alors je lui ai raconté. Les assiettes à dessert. Ce que papa avait dit. La façon dont Léo avait murmuré que ce n'était pas grave, comme s'il avait déjà appris que subir en silence était le moyen le plus simple de survivre dans notre famille. Grant ne m'a pas interrompu. Il a juste fixé le terrain un instant et a secoué la tête. Puis il a dit quelque chose que je n'avais pas entendu dans ma famille depuis très longtemps, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse. » Je l'ai regardé, surprise. La plupart des gens demandent ce qui s'est passé pour mesurer si votre souffrance est justifiée. Grant demandait quelle était la suite. Je lui ai dit la vérité. J'en avais fini. Fini de faire semblant que c'était un malentendu. Fini d'accepter des excuses qui ne ressemblaient jamais à des excuses. Fini de laisser nos parents utiliser l'argent et les accès lors des événements familiaux comme des leviers. J'ai dit que je voulais me libérer de tout ce qui était assorti de conditions. Le crédit, les comptes partagés, les petites attentes polies selon lesquelles je devrais arriver souriante à Noël après que mon fils ait été humilié à Thanksgiving. Grant a hoché la tête comme s'il attendait depuis longtemps que je dise exactement cela. Il m'a dit qu'il m'aiderait à faire le tri. Il m'a aussi révélé autre chose, papa avait déjà commencé à raconter sa version. Apparemment, il disait aux gens que j'exagérais et que Léo avait été infernal toute l'après-midi. Infernal. C'était le mot qu'il avait choisi pour un enfant de 8 ans qui s'était enthousiasmé dans le jardin. J'ai ri, mais c'était le genre de rire qui survient quand une insulte devient absurde. Après le match, Léo est venu en courant, les joues rouges, me demandant s'il pouvait manger un burger avec ses cousins. J'ai dit oui, car je voulais qu'il ait une heure normale avant que les adultes ne gâchent tout. Ce soir-là, après l'avoir couché, mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Elle avait envoyé une photo des enfants de Vanessa à table, le jour de Thanksgiving. Ils souriaient tous les deux avec leur fourchette à dessert à la main. Sous la photo, elle avait écrit « Peut-être que la prochaine fois, Léo se souviendra de ses bonnes manières. » J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que la vue se brouille. Puis, j'ai supprimé la photo, bloqué son numéro pour la soirée et ouvert mon ordinateur portable. S'il voulait transformer cette histoire en une affaire de mon soi-disant manque de sang-froid, alors j'allais devenir la personne la plus calme de la pièce. J'ai commencé à tout noter. Chaque commentaire, chaque menace déguisée en inquiétude, chaque fois que l'argent était apparu juste après une désobéissance. Je ne le faisais pas par vengeance, mais parce que, pour la première fois de ma vie, je voulais une trace qui dise la vérité. La première semaine de décembre, ma mère a envoyé l'un de ses emails de groupe. Elle faisait toujours ça quand elle voulait rétablir l'ordre sans admettre que quoi que ce soit avait mal tourné. L'objet était « Projet de Noël », avec assez de ponctuation joyeuse pour que cela ressemble à de la chaleur plutôt qu'à du contrôle. Elle listait tout comme d'habitude. Dîner à 16 h. Pulls assortis pour les photos à 18 h. Vanessa devait apporter les patates douces. Grant, le vin. On m'a signé les petits pains, comme si ma place dans la famille pouvait encore se mesurer à ce que je transportais à travers la porte d'entrée. Il n'y avait pas une ligne sur Thanksgiving. Pas un mot sur Léo. Aucune mention sur la raison de notre départ précoce. À la fin, elle a écrit que les fêtes étaient le moment de laisser de côté les vieilles tensions et de se réunir pour les petits-enfants. J'ai relu cette ligne 2 fois.
Elle n'arrivait même pas à écrire son prénom. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le silence commençait à être plus efficace que n'importe quelle explication. 3 jours plus tard, une lettre recommandée est arrivée chez moi. Léo était à la table de la cuisine, en plein projet scolaire. J'ai signé, posé l'enveloppe sur le comptoir et attendu qu'il monte se laver les mains pour l'ouvrir. À l'intérieur, une lettre d'un comptable que mon père utilisait depuis des années, avec une note dactylographiée attachée devant. La lettre du comptable était polie et glaciale. Elle mettait en garde contre les décisions émotionnelles qui pourraient entraîner une exposition fiscale inutile et nuire aux actifs familiaux. La note de mon père était plus courte. Il avait souligné une phrase au stylo bleu, comme si je risquais de rater le message, « La colère passagère ne doit pas engendrer des conséquences permanentes ». Je suis resté là, dans ma cuisine, à lire cette ligne pendant que le minuteur du four sonnait derrière moi. Mon fils avait été humilié à leur table, et c'était ça qui lui importait? Les actifs, l'exposition, les conséquences, pas le visage de Léo, pas le fait qu'un enfant de 8 ans était parti de chez ses grands-parents en ayant faim et en faisant semblant d'aller bien. J'ai pris une photo de la lettre et je l'ai envoyée à Grant. Il m'a appelé 5 minutes plus tard. Il n'a pas perdu de temps à demander si j'allais bien. Il était déjà passé à autre chose. Il m'a demandé ce qui s'était passé depuis le match de foot. Je lui ai raconté pour le message de maman et j'ai lu la note de papa. Il s'est tu un instant, puis a dit, « Ils font autant pression parce qu'ils pensent encore qu'ils ont le pouvoir sur toi. » Entendre cela dit si clairement a apaisé quelque chose en moi. Il avait raison. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était de la stratégie. Le soir même, après la tombée de la nuit, quelqu'un a frappé à ma porte. 3 coups secs, comme une exigence. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu mon père debout sur le perron, les mains dans les poches, regardant droit devant lui comme un homme attendant d'inspecter quelque chose qui, selon lui, lui appartenait. Je n'ai pas ouvert. Il a frappé à nouveau, plus fort. En haut, j'ai entendu les pas de Léo s'arrêter dans le couloir. Il a demandé qui c'était. Personne d'important, ai-je répondu. Je le pensais plus que je ne l'aurais cru. Mon père est resté là une minute entière avant de repartir vers sa voiture. Je l'ai regardé partir sans bouger. Je ne tremblais pas. Je ne pleurais pas. Pour la première fois, je n'essayais pas de réparer la situation avant qu'elle ne dégénère. Je la laissais simplement être ce qu'elle était. Le lendemain matin, Vanessa m'a envoyé un message. Elle disait que maman était contrariée et que papa se sentait pris au dépourvu, et que peut-être j'en faisais trop pour un simple malentendu de vacances. J'ai fixé le message en pensant à toutes ces années où ce mot, malentendu, avait servi à tout couvrir, comme si la cruauté devenait inoffensive quand celui qui la proférait prétendait avoir de bonnes intentions. J'ai répondu avec une seule question, est-ce que l'un de vous a demandé pourquoi mon fils est parti de chez ses grands-parents sans dessert et sans excuse? Elle n'a jamais répondu. Plus tard, Grant a rappelé. Sa voix semblait différente, plus assurée. Il m'a dit qu'il avait commencé à récupérer les vieux documents de propriété liés aux comptes familiaux, juste pour voir ce que notre père cachait derrière un langage poli. Puis il a dit, s'il pense encore être le seul à tenir les leviers de cette famille, il va peut-être apprendre le contraire. Grant est passé le soir suivant. Il avait un dossier sous le bras et cette expression qu'ont les gens quand ils ont trouvé quelque chose de les cacher sous leurs yeux. Il a posé le dossier sur la table, a sorti 3 documents et les a étalés devant moi. La première page était un acte de vente de 2018. La deuxième, une copie d'un titre de propriété. La troisième, un échange de mai entre papa et un agent immobilier en Floride. J'ai vu mon nom sur l'acte avant que mon cerveau ne réalise. Margot non, 40% d'intérêt, Naples, Floride. J'ai eu l'impression d'être détaché, comme si je lisais les papiers de quelqu'un d'autre. Puis Grant a pointé la ligne de signature, tu n'as jamais été retiré de l'acte. Il m'a expliqué, des années plus tôt, quand papa voulait de l'aide pour l'apport de ce condo, j'avais contribué avec une grosse part de mon indemnité de divorce que j'essayais si désespérément de protéger. Il avait appelé ça un investissement familial intelligent, une formalité temporaire. Plus tard, il m'avait dit qu'il régulariserait tout une fois le prêt stabilisé. Je l'avais cru parce qu'à l'époque, je faisais encore l'erreur de supposer que ses promesses et ses plans étaient la même chose. Ce n'était pas le cas. Selon les documents, j'étais toujours copropriétaire légal.
ce qui signifiait qu'il ne pouvait ni vendre, ni louer, ni transférer, ni refinancer sans ma connaissance et ma signature. Grant a fait glisser l'email. Papa était déjà en discussion pour mettre le bien en vente après le nouvel an. Il voulait l'argent pour une restructuration de retraite, quel que soit le sens de ce terme cette semaine-là. Pas d'appel, pas de rachat, pas de transparence, a dit Grant. Il allait juste liquider le bien et espérer que personne ne regarde de trop près. J'ai fixé les papiers et j'ai senti quelque chose de plus froid que la colère s'installer. Thanksgiving était une affaire d'humiliation. Le crédit était une affaire de contrôle. Ceci, c'était de l'avidité. Silencieuse, pratiquée, sans honte. Grant m'a posé une question, tu veux bloquer la vente? Je n'ai pas eu besoin d'une seconde pour réfléchir. Absolument, ai-je dit. Il a hoché la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse depuis le début. Pendant l'heure suivante, nous avons travaillé à ma table de cuisine pendant que Léo regardait un film en haut. Grant m'a donné les coordonnées de l'agent immobilier, du notaire et de l'avocat en copie des documents. J'ai rédigé un email, puis un autre. J'ai joint l'acte de propriété. J'ai déclaré clairement que je n'avais consenti à aucune vente, transfert ou usage commercial de la propriété et que je ne signerais rien. J'ai fait attention à chaque phrase. Aucune émotion, aucune insulte, juste des faits, des dates et des preuves. Quand j'ai cliqué sur « Envoyer », je m'attendais à un triomphe. Ce que j'ai ressenti, c'était de la stabilité, comme si je parlais enfin une langue que mon père ne pouvait pas balayer avec sa condescendance et sa culpabilité familiale. La réponse est arrivée plus vite que prévu. Moins de 2 heures après, mon téléphone a commencé à sonner. Papa a appelé une fois, puis 2, puis 3 fois de suite. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, maman a appelé. Je l'ai ignoré aussi. Puis les notifications de messages vocaux ont commencé à s'accumuler. Le premier message de maman était calme, de cette manière étrange et répétée qu'elle utilisait quand elle pensait encore pouvoir me faire revenir dans le droit chemin. Elle disait qu'il y avait eu un malentendu et que je devais arrêter de réagir avant de causer des dommages inutiles. Dans le deuxième message, sa voix était plus tendue. Elle disait que je n'avais aucune idée de la complexité de ces arrangements et que papa avait toujours agi dans le meilleur intérêt de la famille. Au troisième message, le masque était tombé. Sa voix s'est durcie, elle disait que je sabotais l'avenir de tout le monde à cause d'un incident de fête. Puis elle a dit la phrase qui m'a fait enregistrer le message plutôt que de le supprimer, elle a dit que Léo avait besoin d'apprendre le respect et que je l'élevais comme un enfant capricieux si je continuais à défendre un tel comportement. Je suis resté dans ma cuisine à l'écouter dire ça 2 fois. Pas d'excuses. Pas de honte. De la certitude. C'était ça qui importait. Elle croyait encore qu'ils avaient raison. J'ai transféré le message à Grant sans commentaire. Il a répondu moins d'une minute plus tard, ils sont finis. Papa a appelé une dernière fois après minuit. Cette fois, il a laissé un message lui-même. Il n'a pas demandé comment allait Léo. Il n'a pas expliqué l'histoire du condo. Il a dit que je faisais une erreur très grave et que les actifs familiaux n'étaient pas à moi pour interférer simplement parce que j'étais contrarié. Je l'ai écouté une fois et j'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que pour la première fois, il sonnait comme un homme réalisant que les serrures avaient été changées pendant qu'il essayait encore d'ouvrir la porte. Le lendemain matin, l'agent immobilier a répondu et a confirmé que toute activité sur la propriété était suspendue dans l'attente d'une clarification sur la propriété et le consentement. J'ai lu l'email 2 fois, j'ai posé mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine le givre sur le jardin. C'était le premier signe réel que quelque chose avait basculé. Mon père avait passé des années à traiter l'argent comme une laisse. Il venait d'apprendre que cela pouvait se retourner contre lui. Et à en juger par le silence qui a suivi ce matin-là, je savais qu'il ne prévoyait pas d'encaisser la perte en silence. Papa n'a pas rappelé pendant 3 jours, ce qui, dans ma famille, était le signe avant-coureur d'une tempête. Son silence n'était jamais une capitulation. C'était un regroupement. La suite est arrivée le jour du Nouvel An à 17h41, alors que Léo et moi étions en chemin pour aller chez Grant avec une boîte de cupcakes. Grant m'avait dit plus tôt dans la semaine qu'il voulait passer son anniversaire au calme cette année. Juste en famille, avait-il choisi. Pas la famille qui joue un rôle. Pas de grand dîner. Pas de discours. Pas de faux semblants.
C'est pourquoi la notification sur mon téléphone m'a semblé fausse dès que je l'ai vue. Ma mère avait publié une photo sur Facebook du salon de mes parents, décoré comme dans un magazine. Bougies allumées. Guirlandes dorées sur la cheminée. 2 longues tables dressées avec de la nourriture. Une banderole au-dessus de la cheminée disait « Joyeux anniversaire, Grant ». La légende disait « Nous ne pouvions pas laisser passer ce jour sans célébrer le fils qui maintient cette famille forte ». Elle a tagué Grant. Elle a tagué Vanessa. Elle a tagué les enfants de Vanessa. Elle ne m'a pas tagué. Elle n'a pas tagué Léo. J'ai appelé Grant avant même d'avoir fini de lire. Il a décroché à la première sonnerie et a juste dit « Qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois ?» Je lui ai parlé de la publication. Il est resté silencieux une demi-seconde. Puis j'ai entendu sa femme en arrière-plan demander ce qui n'allait pas. Il a dit qu'il ne l'avait pas prévenu. Il n'avait pas demandé. Il n'avait même pas mentionné que quelqu'un allait venir. Mes parents avaient simplement organisé une fête autour de son nom et l'avaient mise en ligne comme s'il allait se plier à leur volonté par habitude. Quand Léo et moi sommes arrivés chez lui, Grant faisait les 100 pas dans son allée, manteau ouvert, la mâchoire si serrée que je pouvais la voir depuis le trottoir. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de parents éloignés demandant où se garer, à quelle heure le gâteau serait coupé, s'il devait apporter du vin. Sa femme avait l'air furieuse, de cette manière contrôlée des gens qui essaient de ne pas effrayer leurs enfants. Les enfants étaient confus. Ils avaient entendu le mot « fête » et ne comprenaient pas pourquoi ils n'étaient pas excités. Grant m'a regardé dès que je suis sorti de la voiture et a dit « On y va ». J'ai demandé s'il était sûr. Il a hoché la tête, ils n'ont pas le droit de m'utiliser pour mettre en scène un pardon qu'ils n'ont jamais mérité. Nous sommes allés là-bas en 2 voitures. Léo est resté avec la femme de Grant et les autres enfants pendant un moment pendant que nous entrions en premier. Je ne voulais pas qu'il arrive dans une situation désagréable avant de savoir quelle forme elle allait prendre. La maison était déjà pleine. J'ai reconnu 2 amis de l'église de ma mère, un des partenaires de golf de papa, quelques cousins et des voisins qui étaient manifestement venus en croyant qu'il s'agissait d'une célébration familiale normale. Ma mère nous a vus en premier. Son sourire est apparu trop vite, brillant et cassant, et elle a levé la main comme si elle pensait que nous étions tombés dans une surprise qu'elle pouvait encore contrôler. Mon père était près de la salle à manger avec un verre à la main, parlant à quelqu'un avec cette voix confiante qu'il utilisait quand il voulait passer pour l'homme le plus raisonnable de la pièce. Grant ne les a laissés ni l'un ni l'autre commencer. Il s'est avancé et a dit, assez fort pour que la moitié de la pièce entende, « Pourquoi y a-t-il une fête d'anniversaire à mon nom que je n'ai pas planifiée, pas approuvée et dont je ne savais rien jusqu'à ce qu'elle soit sur Facebook ?» Les conversations se sont arrêtées comme elles le font quand les gens sentent que la vérité est sur le point de rendre les choses embarrassantes. Ma mère a essayé d'en rire. Elle a dit qu'il voulait juste faire quelque chose de gentil et que les familles ne devraient pas avoir besoin de permission pour se célébrer. Grant ne l'a même pas regardé. Il a regardé les gens autour de nous et a dit « Ce n'est pas une célébration familiale. C'est une opération de sauvetage d'image. » Mon père a posé son verre et lui a dit de ne pas faire de scène. C'est là que j'ai enfin parlé. J'ai dit, vous avez fait la scène à Thanksgiving quand vous avez dit à mon fils de 8 ans qu'il n'avait pas mérité son dessert, puis vous avez essayé de me faire pression avec le crédit immobilier ce soir-là. Et ensuite vous avez essayé de vendre une propriété en Floride que vous ne possédez pas entièrement. Vous n'avez pas le droit d'organiser une fête et de jouer les surpris quand les gens cessent de vous faire confiance. La pièce est devenue silencieuse. Pas un silence poli. Un vrai silence. Le genre où tout le monde réalise soudain qu'il est peut-être entré dans la mauvaise maison au mauvais moment. Un de mes cousins s'est tourné vers mon père et a demandé « Attends, c'est vrai pour le condo ?» Il a ouvert la bouche, mais Grant a coupé court avant qu'il ne puisse façonner son histoire. Il a dit que c'était vrai, que la vente avait été suspendue, qu'il y avait des documents, et que nos parents n'étaient pas attaqués. Ils étaient stoppés. Ma mère a commencé à parler vite, disant que les affaires privées de la famille étaient déformées et que j'étais devenue vindicative. Mon père a dit que j'étais instable et émotionnel, et que j'essayais de punir tout le monde à cause d'un malentendu. J'ai regardé droit vers lui et j'ai dit, Léo avait faim, il était humilié et silencieux parce qu'il savait déjà que personne ici ne prendrait sa défense. Il n'y a pas eu de malentendu. Il y a eu enfin une conséquence qui a porté plus fort que tout le reste. Peut-être parce que c'était simple. Peut-être parce que personne dans la pièce ne pouvait prétendre ne pas avoir vu des enfants absorber la cruauté auparavant.
Le visage de ma mère a changé en premier. Pas en culpabilité. En panique. Elle a regardé autour d'elle et a réalisé que personne ne souriait plus. Une de ses amies a attrapé son sac à main. Le partenaire de golf de papa a marmonné quelque chose sur le fait qu'il devait y aller. Un cousin a murmuré à sa femme qu'il devrait probablement partir. La pièce n'a pas explosé. Elle s'est vidée. C'était pire. Mon père a fait un pas vers Grant et lui a dit qu'il tournait le dos à son sang. Grant a répondu d'une voix si calme qu'elle en semblait fatiguée, « Non, papa. Je tourne le dos au mensonge selon lequel le sang excuse tout. » Puis il s'est retourné et est parti. Je l'ai suivi sans me retourner. Quand nous avons atteint l'allée, l'air froid a frappé mon visage si fort qu'il semblait pur. Grant a expiré et m'a regardé comme si quelque chose en lui s'était enfin mis en place. Derrière nous, à travers les fenêtres, je pouvais voir mes parents debout au milieu de leur fête parfaite avec trop de nourriture, trop de lumière et plus aucun contrôle. 3 jours après la fête d'anniversaire, je me suis réveillé avec un email de l'administrateur du trust, avec Grant en copie. Je savais ce que c'était avant même de l'ouvrir. L'objet était sec et professionnel, mais le message en dessous était la chose la plus limpide que j'avais lue depuis des semaines. Les actifs familiaux avaient été formellement séparés. Tout ce qui était lié à mon nom était désormais sous mon contrôle exclusif. Toute distribution future liée à ma part passerait sans mes parents nulle part dans la chaîne. Il y avait aussi une note de Grant. Juste une ligne en bas, ils ne peuvent plus utiliser l'accès comme levier. Je suis resté assise à ma table de cuisine, mon café refroidissant dans ma main, et j'ai lu cette phrase 2 fois. Non pas parce que je ne la comprenais pas, mais parce que j'avais passé tant d'années à vivre sous leur pression que la liberté semblait irréelle quand elle arrivait enfin par écrit. Mon refinancement avançait déjà. La vente du condo était gelée. La fête qu'ils avaient organisée pour restaurer leur image s'était effondrée devant la moitié des gens qu'ils voulaient impressionner. Pour la première fois de ma vie, mes parents étaient ceux qui manquaient de coups à jouer. Grant a appelé 1 heure plus tard et a dit la même chose que ce que j'avais commencé à ressentir, ils vont venir à ta porte. Il avait raison. À 16h17 cet après-midi-là, il y a eu un coup à la porte. Pas fort. Pas en colère. Prudent. J'ai regardé par le Judas et je les ai vus tous les deux debout sur le porche, pas près de la porte cette fois. Presque comme s'ils comprenaient qu'ils ne s'approchaient plus de quelque chose où ils avaient le droit d'entrer. J'ai ouvert, mais je ne suis pas sorti. Ma mère a essayé en premier. Elle m'a fait le genre de sourire que les gens portent quand ils savent que la chaleur seule ne les sauvera pas. Elle a demandé si on pouvait parler 1 minute. J'ai dit, de quoi? Mon père a répondu à cette question. Il a dit que c'était la famille, et que la famille ne devait pas être traitée par des avocats, des emails et l'embarras public. J'ai failli rire. Au lieu de cela, je lui ai demandé pourquoi un homme qui utilisait un crédit immobilier comme une menace et un titre de propriété comme une arme secrète avait soudainement un problème avec la paperasse. Il a détourné le regard. Ma mère est intervenue à nouveau et a dit que les choses avaient échappé à tout contrôle. Elle a dit que personne ne voulait ça. Elle a dit qu'ils étaient prêts à s'excuser auprès de Léo. Ce mot, prêt, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. C'était encore une performance pour eux. Encore un échange. Encore quelque chose qu'ils pouvaient offrir maintenant que cela pourrait racheter un accès. Je lui ai demandé ce qu'elle comptait dire exactement. Elle a ouvert la bouche, puis s'est arrêtée. Mon père a dit que j'avais transformé un commentaire de Thanksgiving en quelque chose de plus grand qu'il n'aurait jamais dû être. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il ne restait rien dans la conversation qui valait la peine d'être sauvé. Même maintenant, debout sur mon porche après avoir perdu le contrôle du trust, du condo, du récit et de la moitié de leur public, ils voulaient encore réduire ce qu'il avait fait à un commentaire. Pas de l'humiliation, pas de la cruauté, pas un enfant apprenant à avoir faim en silence pour que les adultes restent confortables. Juste un commentaire. Je lui ai dit que c'était ça le problème. Il pensait toujours que le dommage était ma réaction, et non son comportement. Ma mère a commencé à pleurer, mais même ça semblait étrangement lointain. J'avais passé trop d'années à m'adoucir à chaque fois qu'elle faisait ça. Cette fois, je suis juste resté là et j'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai dit la seule chose qui comptait, Léo ne grandira pas en croyant que l'amour doit être mérité auprès de gens qui aiment le refuser. Vous n'êtes pas un héritage que je dois préserver pour lui. Vous êtes une leçon dont je compte bien le protéger.
Mon père a tressailli plus fort à cela qu'à tout ce qui avait été dit dans le salon le jour du Nouvel An. Ma mère a murmuré mon prénom comme si j'étais celle qui laissait quelque chose de brisé derrière. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne les ai pas menacés. Je ne leur ai pas donné une ouverture de plus pour argumenter. Je leur ai dit que j'espérais qu'ils soient sincères quand ils disaient vouloir changer, mais qu'ils devraient le faire loin de mon fils. Puis j'ai fermé la porte. Pas de fin dramatique. Pas de cris à travers le bois. Juste le clic de la serrure et ma propre respiration dans la maison calme. Ce soir-là, Léo et moi sommes allés chez Grande pour dîner. Rien de formel. Juste du chili sur la cuisinière, du pain de maïs, et le genre de rire fatigué qui n'apparaît qu'après que quelque chose de lourd est enfin passé. Les enfants de Grant avaient fait une cabane dans le salon. Léo a disparu dedans en 5 minutes. Et bientôt, je pouvais les entendre tous se disputer autour d'un jeu de société comme des enfants normaux avec des problèmes normaux. Plus tard, après le dîner, la femme de Grant a posé une tarte sur le comptoir et a donné à Léo la première part sans hésitation. C'était une si petite chose que ça m'a presque fait pleurer. Il a pris l'assiette, a souri et a dit « merci », de cette manière distraite dont les enfants le font quand la gentillesse semble encore naturelle. Personne n'a demandé s'il l'avait mérité. Personne ne l'a fait jouer pour l'obtenir. Personne ne l'a surveillé pour voir s'il en méritait davantage. Il était juste un enfant à une table où les gens étaient heureux qu'il soit là. Je crois que c'est là que la pleine vérité a fait son chemin. La vraie vengeance n'allait jamais être de faire ressentir à mes parents exactement ce qu'ils m'avaient fait ressentir. Les gens comme ça laissent rarement la douleur leur apprendre quoi que ce soit. La vraie vengeance, c'était de refuser de leur confier une génération de plus à façonner. C'était mettre fin au schéma où le contrôle se déguise en aide, où la cruauté se cache derrière le langage familial, où les enfants apprennent à se faire petits pour garder les adultes confortables. Les semaines qui ont suivi ont été calmes. Pas vides. Paisibles. Mon père n'a pas appelé. Ma mère a envoyé un long email sur le pardon et le regret, et sur la façon dont les familles ne devraient pas laisser la fierté gagner. Mais il n'y avait toujours pas de réelle remise en question. Pas une phrase claire qui admettait ce qui avait été fait à Léo. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Ma réponse était déjà visible dans la vie que nous construisions sans eux. Léo dormait mieux. Je dormais mieux. La maison semblait plus légère. Et quand je regarde en arrière maintenant, c'est cette partie que je garde avec moi. Pas la tarte. Pas le texte. Pas même le moment où ils étaient sur mon porche et ont réalisé que les anciennes méthodes ne fonctionnaient plus. Ce que je garde, c'est la certitude que protéger un enfant, c'est parfois moins lui apprendre à être fort que lui montrer que l'amour avec des conditions n'est pas de l'amour du tout. Certains appellent cela couper les ponts avec la famille. J'appelle cela dire la vérité avec sa propre vie. Chez Revenge Nickel, notre équipe se consacre à la création de scripts significatifs et engageants qui résonnent avec les spectateurs.